JP Série. Bonsoir, bienvenue à tous. Je vais vous inviter à garder les caméras ouvertes, mais peut-être à fermer les micros pour pas qu'on ait trop d'interférences pendant pendant la présentation de Jonathan. Une présentation sur l'expérience client ce soir, hein, qui est au cœur du métier d'Avas, et l'expérience client comme élément de base de la croissance de l'entreprise. Donc on se réjouit vraiment de t'écouter, Jonathan. On a à peu près 1 heure à passer ensemble. On prévoit 15-20 minutes de présentation de la part de Jonathan. Et puis ensuite, environ 40 minutes de discussion ouverte avec l'ensemble des participants. Donc là, Jonathan va passer les slides. Et puis une fois que la présentation sera terminée, on reviendra en mode réunion avec tout le monde qui sera affiché à l'écran. Donc voilà, sans plus attendre, Jonathan, je te passe et le micro et la caméra et je te laisse dérouler la présentation pour les 20 minutes qui viennent. Merci. Merci beaucoup Romain pour cette introduction. Alors je vais partager mon écran. Hop. Tac, à partir de ce moment-là, je ne vous vois plus, ce qui est un peu dommage. C'est tout bon, vous voyez mon écran correctement? Ouais, c'est parfait. Eh ben génial, alors c'est parti. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être présent aujourd'hui. Comme l'a dit Romain, je m'appelle Jonathan Wojcik et on va passer 1 heure ensemble à aborder la thématique de l'expérience client. Rapide introduction sur qui je suis et ce qu'on fait au sein de Havas Village Genève. Donc, je suis l'un des 3 co-dirigeants de l'agence. Et l'agence s'appelle Havas Village. Alors, derrière ce nom un peu bucolique se cache en fait notre volonté de réunir l'ensemble de nos experts sous un seul et même toit. Donc, on a réuni les différentes agences qu'on avait au sein ici en Suisse, donc la partie créative qui va s'occuper du développement des marques, de leur stratégie de communication. On va avoir la partie média qui va vraiment se focaliser sur la diffusion de ces campagnes de communication. Et on a cette dernière couche qui est la Customer Experience, qui a pour but justement d'unifier l'ensemble des stratégies et apporter une couche de cohérence à l'ensemble des communications qui sont développées par les marques. Puis on a d'autres verticales qui viendront prochainement compléter ce dispositif, mais je vous en dirai plus peut-être lors d'un prochain rendez-vous. On fait partie du groupe Havas, lui-même qui fait partie du groupe Vivendi, ce qui nous oriente forcément vers toutes les thématiques autour de l'entertainment. Ici en Suisse, nous avons 2 villages, le premier basé à Genève, dont je co-dirige, et le deuxième qui se trouve à Zurich, ce qui nous permet vraiment d'adresser le marché suisse dans sa globalité. C'est vraiment un marché complexe en termes de communication, du fait des cultures, de la barrière de la langue, et grâce à ça, ça nous permet vraiment d'être capable d'adresser le marché de la meilleure des façons. Mais assez parlé de nous, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. La Customer Experience, simple discipline ou réel levier de croissance pour votre entreprise. Vous l'aurez deviné, à travers cette question, on va clairement s'orienter vers la réponse qui est la Customer Experience doit être un levier de croissance pour votre entreprise. Je vais tenter d'être concis, précis et le plus inspirant possible au cours de ces 15 minutes, mais c'est vrai que 15 minutes, c'est court, pourtant la thématique, elle est vaste et passionnante. Alors, je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez un petit peu cette thématique. C'est vrai que quand on parle d'expérience client, de customer experience, il y a énormément d'acronymes, d'outils, d'anglicismes qui viennent peupler cette thématique, hein. Pour en citer quelques-uns, on pourrait avoir CRM, CEX, MAT, DMP, CDP, en termes d'anglicisme, Customer Journey, UX Mapping, pour ne citer 2. Et ce qui fait que la prise en compte de la relation client, c'est un sujet qui peut paraître un petit peu complexe au premier abord. Mais si on y réfléchit bien, il s'agit simplement de replacer vos clients au cœur de vos préoccupations et de réorganiser votre structure en conséquence afin de répondre au mieux aux besoins de ces 10 clients. Si je devais vous donner une définition relativement simple de la Customer Experience, ce serait simplement la prise en compte de l'ensemble des interactions qu'une marque va avoir avec son public cible, avant, pendant et après une action donnée. On va généralement se focaliser sur un acte d'achat, mais ça peut être tout autre type d'action. Un rapide historique par rapport à ce qu'on appelle la Customer Experience. C'est vrai que la prise en compte et la modélisation des différents parcours d'achat, ça date pas d'hier.
travaillant sur ce document, j'ai réalisé que la première modélisation qui a été développée par Elmo Lewis date du 19e siècle. Donc, avec le modèle AIDA, donc, on est clairement sur quelque chose qui a dorénavant plus de 120 ans. Le modèle AIDA, vous en avez sans doute entendu parler, c'est ces 4 étapes avec attirer l'attention du consommateur ou du prospect, développer son intérêt, susciter du désir et enfin avoir cet élément de passage à l'action. Ce modèle a été complété par différents penseurs et marketeurs, avec notamment celui du funnel, où là, on va rajouter des éléments, on va venir complexifier un tout petit peu la prise en compte du modèle, avec notamment la phase d'évaluation, qui est pour le prospect la phase où il va rechercher des informations et il faut être, en tant que marque, être capable de lui donner et de lui apporter les informations nécessaires. J'ai focalisé ici ensuite sur le McKinsey Consumer Decision Journey. Celui-là est très intéressant parce qu'on passe d'un modèle qui était relativement linéaire, avec cette succession, cet enchaînement d'étapes, avec quelque chose qui vient du coup cyclique, où on va s'intéresser justement à ce qui va se passer après l'acte d'achat. Et c'est là où on rentre vraiment dans quelque chose qui est très intéressant en termes de perception de l'expérience client. Dernier élément, présenté par Google en 2011, ce qu'ils ont appelé le Zero Moment of Truth. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'on n'a pas 10 000 opportunités de faire une bonne impression. Et il va falloir être capable de capitaliser sur ce premier moment, cette première prise de contact entre une marque et son audience pour laisser une bonne impression et justement faire rentrer la personne, l'audience, prospect, dans une démarche d'achat. En 2020, on vient de passer et on est encore dans une année qui est très complexe, qui a un petit peu bouleversé nos habitudes, mais on n'est pas rentré dans une démarche de révolution. Clairement, la pandémie a accéléré des changements qui étaient déjà sous-jacents. Et à travers les 3 études que je vous présente ici, qui ont été menées par les différents groupes de Strat Havas, Beyond Covid, Prosumer Report et X-Index, on a pu tirer des enseignements déjà de ces changements d'habitude. On voit forcément, c'est assez logique, et tout le monde en a parlé, qu'il y a eu un gros shift vers toute l'expérience online. Forcément, à travers les différents lockdowns qu'on a pu subir, la fermeture des magasins, toutes les habitudes de consommation se sont tournées vers le digital pour pouvoir justement continuer à consommer. En revanche, à côté de ça, on s'est rendu compte également qu'il était essentiel et impossible à dissocier les produits et services de l'expérience de marque que nous allons proposer. Toujours chez Google, en plein milieu de l'été, pendant que tout le monde se battait un petit peu avec la pandémie, ils ont sorti cet excellent rapport que je vous invite à aller lire, qui s'appelle The Messy Middle. C'était un nouveau modèle qui exprime en fait que les processus d'achat sont de plus en plus décousus, de plus en plus complexes à prendre en compte. On a un réseau de points de contact qui sont de plus en plus complexes, qui divergent d'une personne à l'autre, mais on reste quand même avec cette habitude de traiter l'information. Le cerveau fonctionne de cette manière-là autour de 6 biais structurants. Parmi ces biais, on peut notamment citer les heuristiques de catégorie, alors j'adore ce terme, qui est en fait des raccourcis ou des règles empiriques qui nous aident à prendre des décisions rapides et satisfaisantes pour une catégorie donnée. Typiquement, je vais acheter un appareil photo, je vais me focaliser sur le nombre de mégapixels qui sont proposés entre différents modèles. Je vais acheter une voiture, je vais me concentrer soit sur sa consommation, soit sur les chevaux que propose la motorisation. Donc, à travers ces éléments-là, je prends des raccourcis pour simplifier mes décisions d'achat. Un autre biais qui a pris de plus en plus d'importance avec la multiplicité des points de contact, ce sont les biais d'autorité. Les biais d'autorité décrivent en fait la tendance à modifier notre tendance à modifier nos opinions ou nos comportements en fonction de ceux d'une personne que nous considérons comme une autorité sur un sujet donné. Typiquement, les magazines spécialisés étaient autrefois les autorités dans un domaine donné.
toujours sur l'exemple de l'automobile, ils faisaient des tests, des reviews, et je prenais ça pour argent comptant parce qu'ils étaient une autorité, et je me disais que ce type de véhicule, ou ce véhicule en particulier, était fait pour moi puisqu'il répondait à mes besoins selon les critères définis par cette autorité. En revanche, avec l'avènement d'Internet et le développement des différents blogs de reviews et autres, on voit qu'il y a une pléthore d'informations qui font que les marques ne maîtrisent pas forcément l'écosystème d'autorité, et on doit pouvoir travailler là-dessus. Ce qui a été fait justement avec le développement des stratégies d'influence. Utiliser des influenceurs pour être les porte-voix de certaines marques pour proposer des produits qui sont intéressants vis-à-vis des audiences. Un dernier biais qu'on peut analyser et comprendre en termes de décision d'achat, c'est le biais de rareté. Celui-là aussi est très intéressant puisqu'il repose sur le principe économique qui explique que selon lesquels les ressources rares ou limitées sont les plus désirables. On a pléthore d'exemples en la matière. On a notamment les nouvelles plateformes digitales qui sont lancées, type Clubhouse, pour ne citer que, qui sont lancés avec un groupe de Happy Few, qui peu de personnes peuvent se connecter. On peut être uniquement invité par quelqu'un qui est déjà sur la plateforme, ce qui génère du désir. On a d'autres produits, des produits de grande consommation, type les téléphones portables ou les consoles de jeux, qui sont lancés volontairement avec un stock limité pour générer du désir. Tout ça pour vous dire que le modèle de Google a été structuré de la façon suivante. On a d'abord ce premier cercle qui est l'exposition, le cercle extérieur, l'exposure, qui est l'exposition au message de marque. Ensuite, il va y avoir un élément déclencheur, le trigger, qui va amener la personne à rentrer dans une démarche d'achat. S'ensuit ensuite ce cercle qu'on pourrait considérer infini, fort heureusement il ne l'est pas, la personne va osciller ainsi entre exploration et évaluation. Donc trouver un maximum d'informations sur le produit ou service qui l'intéresse pour après rentrer dans une démarche d'achat. Google considère que l'expérience du consommateur va se dérouler sur la plateforme de marque et uniquement lors de l'acte d'achat. Nous, en tant qu'agence de communication, on estime que l'expérience de marque ne se déroule pas uniquement sur les plateformes et l'écosystème de la marque, mais bien à chaque fois qu'un consommateur va rentrer en contact avec un message lancé ou non par la marque. Et c'est là où c'est très intéressant. Si je vous posais la question vis-à-vis de votre entreprise, je vous demanderais, à votre avis, est-ce que vous pensez délivrer une expérience de marque qui est intéressante, une expérience consommateur qui est intéressante? Et d'après nos études, en fait, on a 80% des entreprises qui nous répondent, alors oui, on est persuadé de proposer une expérience qui est supérieure à la moyenne. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que quand on interroge les consommateurs, on se rend compte qu'en fait, seulement 8% d'entre eux sont d'accord avec cette information. Si on regarde un petit peu les conséquences qu'il peut y avoir à proposer une mauvaise expérience consommateur, on se rend compte que si on regarde les données qui sont présentées ici, c'est désastreux. D'après nos études, et les études qui sont menées par Accenture, pour ne pas les citer, on se rend compte que jusqu'à 0,8% du PIB est perdu suite à une mauvaise expérience de marque, ce qui représente quand même près de 18 milliards à l'échelle de la Suisse en perte approximative de vente de détail, ce qui est quand même juste colossal. Et une autre stat qui nous semblait tout à fait intéressante de vous présenter ici, c'est que 40% des consommateurs sont frustrés lorsqu'une entreprise ne propose pas une expérience personnalisée. Clairement, la perte d'information entre les différentes business units qu'on peut retrouver au sein d'une entreprise fait que parfois, lorsque je contacte un customer service, ils n'en vont pas avoir une vue d'ensemble des interactions que j'ai déjà pu avoir avec la marque. Et le fait que cette expérience ne soit pas personnalisée, ne soit pas complète, ne soit pas pertinente, fait que je risque d'avoir le sentiment que je suis simplement un numéro, que je n'existe pas, que je n'ai pas une expérience personnalisée, et je risque d'abandonner cette marque suite à cette mauvaise expérience. Et le taux d'abandon peut être énorme. Comme vous le voyez ici, on est jusqu'à 41% de personnes qui peuvent
justement abandonner une marque en raison d'une mauvaise expérience. Et ce qui est terrible dans ces cas-là, c'est que c'est pas une personne que vous risquez de perdre, mais cette personne risque d'en parler à ses proches. Et ce qu'on appelle le word of mouth, en termes d'impact sur votre image de marque, peut être complètement désastreux. Et c'est pour ça que clairement, il est absolument essentiel de proposer une expérience de marque qui est unifiée, cohérente sur l'ensemble des points de contact que vous allez avoir, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de service client. Il faut casser les silos, il faut être capable de proposer une expérience unifiée. On dit souvent que les coordonnées sont généralement les plus mal chaussés, mais pour une fois, on s'est appliqué à nous-mêmes ces principes-là en justement restructurant notre organisation afin d'avoir une seule entité, une seule mission, une seule façon de travailler, une seule méthodologie pour vraiment être capable de proposer une réponse intégrée à nos clients, qu'elle soit pertinente sur l'ensemble des projets sur lesquels on va pouvoir travailler. Et on applique globalement 4 grandes convictions que je souhaite aujourd'hui vous illustrer à travers des exemples. La première, je ne sais pas si parmi vous, certaines personnes sont des grands adeptes des grands espaces, vont à la montagne, vont faire des sports d'outdoor, mais du coup, je voulais vous présenter la marque Patagonia, qui est une marque américaine d'équipement qui justement est rentré dans une démarche extrêmement intéressante. Car le premier point que je souhaite remonter ici, c'est le fait d'aligner mission et action. C'est vrai qu'une bonne customer experience commence vraiment par respecter les engagements que prend votre marque. Et il est clair que les attentes vis-à-vis des marques ont considérablement augmenté. Il y a une vraie défiance vis-à-vis des États et le manque de confiance est reporté justement vis-à-vis des marques avec certaines personnes qui sont même à se dire que seules les marques sont en capacité de changer le monde. Alors, beaucoup de marques se sont engagées dans une démarche de développement durable et beaucoup d'entre elles, malheureusement, se sont arrêtées justement uniquement aux mots. Et des marques comme Patagonia sont vraiment allées très très loin dans la démarche, peut-être que eux, en l'occurrence, ils ont poussé le curseur un petit peu loin, parce qu'ils ont quand même un motto qui est In business to save our home planet, donc ce qui est quand même relativement ambitieux. Mais c'est vrai qu'en termes de développement durable, ils sont rentrés dans une démarche où ils vont, à partir du moment où vous achetez un produit Patagonia, ils vont s'engager pour que ce produit dure le plus longtemps possible. Alors, d'une part, ils vont vous expliquer la meilleure manière de réparer les produits. Si vous allez sur leur page YouTube, il y a toute une playlist qui est dédiée à comment réparer, comment changer le zip d'une fermeture d'une doudoune, comment mettre un patch. Enfin, on rentre vraiment dans une démarche intéressante. Ensuite, on a la possibilité de ramener les produits qui sont abîmés et ils vont tenter de les réparer du mieux qu'ils peuvent. Et malheureusement, s'ils n'arrivent pas à les réparer, ils vont utiliser les pièces qui sont encore sauvables pour justement être capable de proposer, de faire de l'upcycling, donc ne pas recycler, mais vraiment reprendre ces produits et les réintégrer dans des nouveaux produits. Ce qui est quand même relativement intéressant pour une marque. Donc, vous achetez un produit Patagonia, le prix est relativement élevé par rapport à la moyenne, mais vous savez que vous allez pouvoir le garder très longtemps et même si vous finissez par le jeter, il sera récupéré par les équipes de Patagonia et réutilisé. Donc, on est vraiment dans un cercle vertueux. Ils ont poussé la démarche un peu plus loin avec carrément une playlist sur leur chaîne YouTube qui est nommée ici Activism, pardon. Donc, c'est vraiment une marque qui est rentrée dans une démarche d'activisme très forte. Et quand je vous disais qu'ils ont poussé le curseur très très loin, au cours de l'été dernier, en pleine campagne américaine, ils ont carrément été jusqu'à mettre des messages politiques sur certaines lignes de vêtements. Ici, c'était sur un short qui était vraiment engagé dans une démarche. Ouais, on peut difficilement dire on peut difficilement aller plus loin en termes d'engagement d'une marque. Deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est vraiment lié à cette capacité des marques à réinventer les relations, proposer justement des offres qui sont personnalisées, flexibles et qui vont vraiment matcher avec les besoins de vos consommateurs. Ici, l'exemple de Airbnb.
il y a quelques années, en fait, ils ont souhaité développer vraiment le business model de Airbnb, donc ne plus justement se focaliser sur la location d'appartements ou de chambres ou autres, mais vraiment proposer des expériences physiques qui vont permettre de vivre les différentes régions visitées de la meilleure des manières et justement être au contact de la population et pouvoir découvrir la manière dont la population vit une certaine région. Malheureusement, en mars 2020, tout le monde est rentré à la maison, impossible de voyager. Ils ont dû se réinventer. Et ils sont en fait d'expérience physique à une expérience digitale qui est tout à fait intéressante. Parce que les personnes qui louaient leurs appartements sur Airbnb se retrouvaient avec une perte de revenus qui était non négligeable. Et ils ont trouvé un moyen, à travers la possibilité de proposer des expériences digitales, justement d'engager leur communauté et de permettre aux autres de gagner de l'argent en montrant par exemple en montant des cours de cuisine, des cours de yoga, de relaxation, enfin peu importe, possibilité de mettre la communauté Airbnb à disposition pour gagner, continuer à proposer de l'engagement et surtout proposer une expérience qui est différenciante à l'ensemble de leurs consommateurs. Troisième point, vraiment être capable de focaliser sur l'efficience. C'est vrai que la période qu'on est en train de vivre et qu'on vient de passer, et j'espère que bientôt ce sera derrière nous, mais on a vraiment eu une sorte de back to basic et les gens n'ont plus envie de s'embêter dans la démarche, dans n'importe quelle démarche d'ailleurs. Donc il faut vraiment être capable de proposer une expérience qui est simple, sans couture, aussi bien dans vos processus à l'interne, mais aussi à l'externe. Et je voulais prendre l'exemple ici de Lexus qui a proposé quelque chose de très intéressant. Quand je disais tout à l'heure qu'on se focalisait, que l'expérience client ne s'arrêtait pas à l'acte d'achat, mais vraiment à ce qui pouvait se passer par la suite, ici, Galaxus propose à ses consommateurs, les gens qui ont acheté sur la plateforme, en 6 clics, ils peuvent revendre un produit acheté sur la plateforme. Vu que les informations, les fiches produits sont déjà présentes, c'est extrêmement simple, hein, j'ai juste à donner le produit, hop, en quelques clics, je vais avoir ma fiche qui est complète. J'ai une sécurité maximale parce que l'ensemble des acheteurs et vendeurs de la plateforme sont validés par Galaxus. Et puis en plus, les garanties continuent à courir, même après le changement de propriétaire, sans aucun problème. Donc c'est vrai qu'à travers ce service qui est relativement simple, Galaxus propose une expérience complète, s'engage dans une démarche aussi de développement durable, hein, puisqu'il ne propose plus des produits neufs, mais également des produits usagés pour limiter la consommation des gens. Et c'est un vrai service à valeur ajoutée pour leurs consommateurs. Dernier point, lutter contre l'uniformité digitale. C'est vrai que proposer des moments marquants, tisser un lien émotionnel qui est fort pour créer de la valeur et fidéliser vos clients, c'est pas évident, surtout quand on est leader sur le marché. Pas besoin de présenter Nespresso, mais c'est vrai que ces dernières années, ils ont été un petit peu bousculés par l'arrivée des capsules en supermarché et ils ont dû se réinventer, se poser les bonnes questions pour proposer des expériences qui sont différenciantes. Ils ont notamment lancé Nespresso Agnew. C'est donc la nouvelle version de leur programme de fidélité qui, globalement, repose sur 3 niveaux, Coinheiser, expert, ambassadeur. Bon, ici, rien de nouveau. J'ai la possibilité d'avoir des avantages intéressants, pécuniaires, donc des bons de réduction, la livraison gratuite, ce genre de choses. Donc, encore une fois, rien de bien nouveau ici. En revanche, ils ont été plus loin et ils proposent des expériences inédites qui sont uniquement accessibles aux personnes qui ont atteint certains niveaux. Donc, notamment, j'ai la possibilité de prendre un cours avec un barista dans j'ai possibilité de participer à des dégustations dans les magasins. Ce qui fait que, euh, en proposant ces expériences qui vont plus loin que uniquement le digital, on arrive à proposer quelque chose de très intéressant qui vont permettre de fidéliser. Et globalement, j'ai bientôt fini, je dépasse un peu, j'en suis désolé Romain, je vous l'avais dit, le sujet me passionne, mais globalement, tout ça, quels sont les impacts pour une marque? D'après nos études, on se rend compte que les gens qui ont connu une bonne expérience ont tendance à dépenser 140% de plus en cas de bonne expérience. Donc, on n'est pas sur 40% de plus, hein, les gens vont dépasser 240% en cas de bonne expérience. Ils ont 74% de chances de rester membres au moins une année de plus en cas toujours de bonne expérience. En revanche, ils ont 43% de rester adhérents un an plus tard en cas de mauvaise expérience. Donc c'est vrai que le côté fidélité vis-à-vis de l'expérience est extrêmement important. Et
Je vais terminer là-dessus très rapidement. Vous pouvez vous poser la question, mais comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je me lance dans la prise en compte de la relation client? 3 points ici pour essayer vraiment de vous aider à démarrer ce processus. L'idée, c'est vraiment de recentrer votre stratégie autour de vos prospects et clients plutôt que sur les opérations business et internes. Heu, Ensuite, organisez vraiment vos équipes avec des responsabilités cross-fonctionnelles pour garantir la qualité de votre customer experience. Qu'est-ce qu'on entend par cross-fonctionnel? C'est essayer vraiment de casser les silos, maximiser la communication à l'intérieur de vos différents départements pour que justement on se retrouve avec quelque chose qui soit très pertinent et compréhensif des besoins de vos utilisateurs et de vos consommateurs. Et ensuite, renforcer votre vision et responsabilité de vos employés grâce à une connaissance approfondie de vos consommateurs. Il y a pas mieux, enfin, vos consommateurs détiennent la vérité sur ce qu'ils attendent au final de votre marque. Donc n'hésitez pas à aller à leur rencontre et essayer de comprendre un petit peu, heu, qu'est-ce qu'ils attendent de vous. Et si je peux me permettre, 4 étapes pour terminer, pour justement avoir un démarrage rapide. Vous avez pas mal de données à votre disposition, hein. Je ne sais pas si vous avez un site avec un Google Analytics, par exemple, un CRM, mais vous avez aussi toute l'expérience de vos employés qui, eux, sont au contact de vos consommateurs. Essayez vraiment de récupérer un maximum d'informations vis-à-vis de tout ça, structurer cette information pour essayer d'en récupérer des insights intéressants. Ensuite, sur la base de ces insights, essayez de formaliser l'expérience cible. C'est ce qu'on appelle le Customer Experience Mapping. L'idée, c'est vraiment à travers, par exemple, un focus consommateur ou utilisateur, d'essayer de modéliser un petit peu les interactions, le parcours client sur l'ensemble de votre touchpoint, tenter de comprendre vraiment comment les gens interagissent avec votre marque, essayer de déterminer là où il y a des pain points, comment est-ce que vous allez pouvoir les améliorer. Et comment est-ce que vous allez pouvoir les améliorer en testant des différentes hypothèses. Vous pouvez par exemple tester un proof of concept, mettre en place de l'A/B testing pour essayer de comprendre vraiment comment est-ce que les consommateurs vont réagir à votre nouvelle proposition de valeur. Et ensuite, bien entendu, il va falloir mesurer et optimiser tout ça et du coup rentrer dans ce cercle vertueux qu'est la customer experience. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention. J'espère que ce rapide tour d'horizon de la CIG vous a permis de mieux appréhender cette thématique. Clairement, on est sur quelque chose qui va être de plus en plus prégnant dans les années à venir, dans le déploiement des stratégies de communication. Vous en avez sans doute entendu parler, bientôt le web va être cookieless, donc en termes de digital, on va avoir beaucoup plus de mal à, à cerner les comportements et la manière dont les gens vont pouvoir se comporter sur les différentes plateformes. C'est d'ailleurs pas pour rien que Google nous a sorti le Messy Middle, hein. C'était pour nous préparer à tout ça et à nous dire que effectivement, ça va être difficile d'appréhender les comportements. Donc, il va falloir être capable de proposer une expérience intéressante. On a aussi l'avènement non, pardon, la protection des données natives sur les téléphones. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais dans la dernière version de iOS, à chaque fois que vous ouvrez une application, on va vous demander si vous souhaitez être traqué, oui ou non. Et les premières statistiques qui sont sorties aujourd'hui aux États-Unis montrent que 96% des gens refusent d'être traqués sur leur téléphone. Ce qui veut bien dire qu'il va falloir sortir de ce paradigme où on avait énormément de data à disposition et essayer de comprendre davantage comment nos consommateurs se comportent, qu'est-ce qu'ils attendent pour essayer de leur proposer l'expérience utilisateur la plus intéressante et la plus pertinente. Voilà, j'en ai terminé, j'ai vraiment dépassé, j'en suis désolé et je suis tout oui pour vos questions.